Bonjour, aujourd'hui je vais revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé dans une des premières vidéos de cette chaîne, à savoir le parcours en largeur. Le parcours en largeur, c'est un algorithme vraiment classique de la théorie des graphes, et aujourd'hui j'ai décidé de rentrer un petit peu plus dans les détails. Voilà, donc on va parler un peu plus de structure de données, de choses comme ça, on va être un petit peu plus proche de la programmation, sans toutefois tomber dans la programmation en elle-même. Voilà, donc on va être un petit peu plus détaillé. Alors tout d'abord, commençons avec des éléments un peu théoriques, la connexité, quel est le rapport entre la connexité et arbre. Donc si on se donne un graphe quelconque, ici je vais me cantonner au graphe non orienté, mais tout ce que je vais raconter peut être adapté au graphe orienté aussi. Donc soit j'ai un tel graphe, on sait que G est connexe, c'est équivalent à dire qu'il contient un arbre couvrant. Alors qu'est-ce que c'est? Illustrons ça, si je prends ce graphe-là, qui est évidemment connexe, hein, je rappelle que connexe, ça veut dire que pour toute paire de sommets UV, il existe un chemin entre U et V dans G. Eh bien, ici, on peut facilement extraire, par exemple, cet arbre-là, qui est composé des arêtes rouges. Si on oublie les arêtes qui sont non rouges, on se retrouve effectivement bien avec une structure, quelque chose qui est connexe et sans cycle. Voilà, ensuite, une notion importante lorsqu'on parle du parcours en largeur, c'est celle de distance. Donc la distance dg de uv entre u et v, c'est tout simplement la longueur, c'est en nombre d'arêtes, d'un ou du plus court chemin entre u et v dans G. Dans le graphe précédent, regardons quelques distances. Par exemple, la distance entre A et B, c'est 2, puisque le plus court chemin entre A et B est de longueur 2. Entre A et E, c'est 3, il y a un chemin de longueur 3 qui est ACBE, par exemple, il fait 3 arêtes. Il y en a un autre, ACFE, aussi, qui est de longueur 3. Ensuite, il y a, par exemple, un chemin de longueur 1 entre H et D, du coup, la distance entre ces deux sommets, c'est 1. Un petit point, si le graphe n'est pas connexe, dans ce cas-là, si U et V sont dans deux composantes connexes, alors on dira que la distance est infinie. Ensuite, petit point technique, la distance entre U et lui-même, c'est 0, hein, puisqu'on suppose qu'il y a un chemin de longueur 0 entre U et lui-même. Bien, ceci étant posé, on va pouvoir attaquer le parcours en largeur, BFS en anglais. Tous les détails que je vais donner, et bien d'autres encore, sont dans le livre algorithmique de Cormen, Laserson, Rivest et Stein, qui est paru chez Duno. En français, vous avez des versions peut-être un petit peu plus récentes en anglais, mais celle en français est très bien. Alors attention, ça c'est un très très gros pavé vraiment sur l'algorithmique, ça ne concerne pas que les graphes. Il y a plein de choses sur... voilà, c'est le bouquin de référence qui fait plus de 1000 pages à lire si vous avez envie vraiment de programmer des choses. Voilà. Bien, alors tout d'abord, quels sont les objectifs du BFS? Alors, en entrée, on va avoir deux choses. On va avoir un graphe, donc pour nous non orienté, et puis un sommet particulier, R, qui va être le point de départ. Et en sortie, on va obtenir, à la fin du déroulement de l'algorithme, toutes les distances entre R, donc qui est le point de départ, et chaque autre sommet de G. Et on va aussi obtenir un arbre couvrant G, évidemment si G est connexe. Voilà, si G n'est pas connexe, on aura un arbre qui va couvrir la composante connexe dans laquelle est le sommet de départ R. Bien, alors maintenant on va donc pousser un petit peu plus loin le détail en décrivant les variables qui rentrent en jeu dans cet algorithme. Alors, il y a des tableaux, alors un tableau dist qui va, dist de U, ça va être la distance entre R et U, voilà, dans le graphe, à la fin. Paire de U, ça va être un point à partir duquel on peut accéder en U à partir de R, on verra ça tout à l'heure. Couleur, ça peut prendre 3 valeurs, on le verra. Donc ça, ce sont des tableaux à V cases, où cardinal de V, c'est le nombre de sommets du graphe. Voilà. Donc à chaque sommet U, on va associer donc 10 de U, qui va être un entier, et à la fin, comme c'est écrit, on va avoir 10 de U qui va être la distance dans G entre R et U, comme je l'ai dit tout à l'heure. Paire de U, ça va être un sommet,
Et à la fin de ce tableau pair, on va pouvoir extraire un plus court chemin entre R et chacun des sommets, et entre R et U. Et puis couleur, ça pourra prendre les 3 valeurs suivantes, si vous voulez, blanc, noir ou gris. Alors en pratique, dans un programme, on coderait ça avec des entiers, mais pour nous, voilà, ça va être soit blanc, soit noir, soit gris. On verra que la couleur d'un sommet dépend de son niveau de traitement dans le parcours en largeur. Et ça permet aussi de ne pas tourner en rond, on va dire, dans le graphe et d'éviter les cycles, puisqu'à la fin, on va vouloir extraire un arbre. Alors, un outil qui va être vraiment très important et qui, quelque part, décrit la logique de l'algorithme du parcours en largeur, c'est une file de sommet. Alors, les files, vous avez l'habitude d'en côtoyer si vous êtes dans une grande ville, si vous allez au cinéma, par exemple, la file d'entrée, si vous allez à la poste ou dans une administration, voilà, vous rentrez dans une file, puis vous attendez votre tour. Donc pour nous, ça va être quelque chose qui va être symbolisé comme ça, comme une sorte de tableau, hein, quelque chose de linéaire. On rentre dans la file de ce côté-là, symboliquement, hein, c'est purement une convention symbolique, et on sort de ce côté-là. Donc à gauche, on a la queue de la file. Lorsque vous rentrez dans la file, vous vous mettez en queue de file, et Z, lui, il est en tête de file. Donc ça va être lui qui va être le premier servi, si la file est dans cet état. Bien, donc dans le pseudocode que l'on va décrire après, le pseudocode, c'est un langage algorithmique, on va dire, qui est assez proche d'un langage de programmation. On va utiliser des primitives d'accès à cette file F. Alors la première, c'est tête de F. Donc F, si c'est une file, tête de F, ça va retourner l'élément qui est en tête, sans le supprimer de la file. Donc là, si la file est ce qui est représenté à l'écran, si je fais tête de F, ça va me retourner Z. Mais sans supprimer Z de la file. Hein. Voilà, ça indique l'élément qui est en tête de file. La deuxième primitive que l'on va utiliser, c'est défiler. Donc là, ça va retourner l'élément en tête de file, et ensuite, ça va le supprimer de la file. Donc là, si je faisais défiler sur cette file, ça me retournerait Z, et ça supprimerait Z de la file. Bien, faisons-le. Donc symboliquement, ça va faire ça, cette opération-là. Voilà. Donc le pointeur, si vous voulez, de tête de file va se décaler. Z est sorti de la file. Alors, juste, ça c'est une convention graphique que j'adopte. Vous voyez que le Z, je l'ai laissé dans la file, mais je l'ai blanchi. C'est tout simplement pour voir au fur et à mesure la trace en fait, des éléments qui se sont retrouvés dans la file. Donc là, il n'est plus dans la file, mais voilà, je laisse un peu comme un fantôme Z. Je l'ai barré en plus, je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur l'écran, mais simplement pour dire qu'il est passé à un moment donné dans la file. Ça, c'est juste pour qu'à la fin, voilà, vous ayez l'ordre des éléments qu'on a mis. On verra ça tout à l'heure. Voilà donc l'opération défilée sur la file de tout à l'heure. Maintenant, on va aussi pouvoir mettre un élément nouveau dans la file. Ça va être la primitive enfilée F, U. Donc F, c'est la file, et U, c'est l'élément que l'on veut mettre. Donc on va le mettre U dans F, évidemment, en queue de file, bien sûr. Donc là, imaginons on utilise cette primitive pour dire enfiler F, B. Donc on va mettre B dans la file, et bien voilà ce que ça va donner. Voilà, B rentre dans la file, et puis le pointeur, si vous voulez, de queue de file s'adapte, et pointe maintenant sur B, qui est le dernier élément de la file. Voilà, donc ça va être les primitives d'accès à la file. Une toute dernière, qui va aussi être assez importante, c'est file vide, qui va retourner un booléen, donc qui va être vrai, si et seulement si la file est vide, et faux sinon. Là, ici, si j'appliquais file vide à la file qui est sur l'écran, évidemment, cette primitive me retournerait faux, puisque la file n'est pas vide, il y a plein d'éléments dedans. Voilà. Donc, le parcours en largeur, le BFS, va se faire en 2 parties. Tout d'abord, une phase d'initialisation, qui sera faite qu'une seule fois, et ensuite, une phase d'action, on va dire, que l'on détaillera après. Parlons tout d'abord des diverses initialisations, des divers tableaux qu'on a vus tout à l'heure. Donc je rappelle qu'en entrée, on a un graphe G et un sommet R de ce graphe.
qu'on a un certain nombre de tableaux que l'on a mentionnés tout à l'heure, donc dist, pair, couleur, bon, deux sommets UV qui vont nous servir d'indice de boucle, et puis une file F qui au départ va être vide. L'initialisation va consister à faire les opérations suivantes. Donc on va faire une boucle sur tous les sommets de l'ensemble des sommets de G, et pour chacun, on va mettre couleur de ce sommet à blanc, c'est-à-dire les sommets sont en blanc. Alors la couleur blanc, ça va symboliser le fait que le sommet n'a pas encore été visité. Voilà. Le pair de U, ben, ça va être nil pour l'instant, c'est-à-dire une valeur indéfinie. Hein. Il n'y a pas encore de chemin pour venir en U à partir du sommet R. Voilà, donc au départ, on n'en connaît pas, on va les découvrir au fur et à mesure, mais pour l'instant, on n'en a pas. Ensuite, la distance que l'on estime entre R et U, ben, comme on ne la connaît pas, on n'a aucun chemin, eh bien on la met, on est pessimiste, on va la mettre à plus l'infini. Alors plus l'infini, en pratique, c'est un peu difficile à coder, en pratique ça va être n plus 1, où n c'est le nombre de sommets, parce qu'il ne peut pas y avoir de chemin réel à n plus 1 sommet, donc voilà. Mais enfin bon, symboliquement ça va être plus l'infini. Ensuite, une fois qu'on a fait cette boucle, on connaît quand même des choses, c'est-à-dire qu'on va mettre f dans la file, puisqu'il va être traité en premier, ça va être le point de départ, et donc on va le mettre dans la file. Et ensuite, on va dire que R, ben, il est plus blanc, il est gris, parce qu'on va commencer à l'examiner, donc il est en cours d'examen, c'est ça, ça représente ça, si vous voulez, le fait d'être gris, il est en cours de traitement. Et ensuite, on sait quand même une chose sur R, c'est que sa distance à lui-même, c'est 0. Voilà, parce que la distance de R à R, on l'a vu tout à l'heure, c'est 0, donc on peut mettre avec certitude le fait que dist de R, c'est 0. Voilà, ça constitue l'étape d'initialisation à partir d'un graphe et d'un sommet R. Bien, maintenant le cœur de l'algorithme. Donc on a un graphe, celui sur lequel je vais faire les illustrations, qui est à droite, avec un sommet R, qui est voilà, à peu près au milieu. Et le cœur de l'algorithme est à gauche. On va le dérouler, évidemment, au fur et à mesure, on va voir comment toutes les variables changent, mais en gros, c'est une grande boucle tant que. Tant que la file n'est pas vide, alors je ne vais pas représenter encore la file, on va regarder l'élément qui est en tête. Ensuite, on va faire une boucle sur tous ses voisins. Si ces voisins ne sont pas encore traités, eh bien on va les traiter. On va faire passer la couleur à gris, on va mettre à jour la distance, on va mettre à jour le pair, et on va mettre l'élément, ce voisin, donc dans la file. Ensuite, on va enlever en fait U de la file, et ensuite on va passer sa couleur à noir. Noir voulant dire que le sommet est complètement traité. Bien. Alors regardons les effets de l'initialisation tout d'abord sur le graphe qui est à droite. Donc à la fin de l'initialisation, que je ne rappelle pas, on a les choses suivantes. Donc là, il y a un certain nombre de paramètres que je ne représente pas sous forme de tableau, mais sous forme symbolique. Donc les sommets sont blancs. Alors c'est un gris clair simplement pour que vous puissiez voir les sommets, parce que si je fais blanc sur blanc, vous n'allez plus rien voir. Le sommet R est passé à gris. Voilà. La file est en bas, donc elle est quasiment vide, sauf qu'il y a R en tête de file, comme on l'a vu, il fallait le mettre en tête de file. Et les valeurs rouges qui sont sur le schéma représentent dist. Donc dist de R, c'est égal à 0, puisque la vraie distance entre R et R, c'est 0. Et les autres distances sont mises à plus l'infini, ce sont les valeurs rouges. Ces valeurs rouges vont bien sûr évoluer au fur et à mesure, et les couleurs vont aussi évoluer. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Bien, eh bien, lorsque l'initialisation est terminée, attaquons le cœur de l'algorithme, et on va regarder, tant que la file n'est pas vide, est-ce que la file est vide? Ben, non, puisqu'il y a un élément qui est R. On va regarder la tête de file, qui est R, sans le sortir pour l'instant de la file, et ensuite on va appliquer la boucle pour. On va regarder tous les voisins de R, de U là. Alors quels sont les voisins de R? Le point de départ, c'est H, G et C. Dans quel ordre faut-il les regarder dans la boucle pour tout voisin V de U? Eh bien ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de bien tous les regarder.
Voilà, alors, je ne sais plus dans l'ordre dans lequel je les ai examinés ici, mais évidemment, cet ordre a de l'importance pour le détail vraiment particulier de l'exécution que l'on est en train de faire, mais on le verra tout à l'heure, en fait, ça n'a pas d'importance sur la qualité des solutions retournées. Bien, donc on va regarder chacun des voisins. Regardons par exemple H. Si couleur de H est blanc, eh bien oui, il est blanc. Donc on va faire le traitement qui est en dessous du si, on va passer sa couleur en gris, on va mettre sa distance, donc dist de H à dist de U, qui est en fait R plus 1, donc 0 plus 1, ça fait 1. Ensuite, on va mettre un lien de parenté entre R et H. H, ça sera, si vous voulez, un fils direct de R, ou, plus exactement, le père de H, ça sera R, hein, et ça va dénoter un plus court chemin. Et ensuite, on va mettre H dans la file, pour le traiter plus tard. Voilà. Une fois qu'on aura fait cette opération pour H, pour G et pour C, dans un ordre quelconque, eh bien, on va pouvoir défiler F, c'est-à-dire enlever R de la file, et le passer en noir. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc maintenant, je vais lancer cette animation, voilà, qui va donner ça. Donc là, on a traité d'abord G, vous voyez, qui a été mis en premier dans la file, ensuite H, et ensuite C, dans cet ordre-là. Les liens de parenté père-fils, je les ai représentés par une arête rouge sur l'écran, voilà, donc on peut les distinguer des arêtes noires. Et remarquez aussi que les indices, enfin les valeurs rouges de G, de C et de H ont changé, sont passées de infini à 1. 1, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 0 plus 1. Okay, voilà. Voilà donc ce que donne, je dirais, le premier tour de boucle, tant que, du tant que, on obtient ça. Et vous voyez que R a aussi été sorti de la file à cause de l'exécution de la primitive défilé F. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, R est laissé dans la file, mais est barré et en couleur plus claire pour dire que voilà, en fait, il est sorti. C'est juste pour se rappeler qu'à un moment donné, il y était. Remarquons aussi que voilà, la couleur de R a changé, et est devenue noire, la couleur de G, H et C sont passées, ces trois couleurs sont gris maintenant. Voilà, donc là on va faire le deuxième tour de boucle tant que, et on va examiner le sommet qui est en tête de file. Celui qui est en tête de file maintenant c'est G. Ok, donc on va regarder tous ses voisins. Alors il en a deux de voisins, il y a R et C. Et on va regarder R, par exemple, si couleur de R est blanc, eh bien non, il n'est pas blanc, il est noir. R, entre-temps, il est passé à noir, donc on ne fait rien, on ne change rien. Et ensuite, l'autre voisin de G, c'est C, est-ce qu'il est blanc? Non, il n'est pas blanc, donc on ne fait rien. Voilà. Donc le traitement ici de G n'a rien changé sur les distances, le tableau pair, le tableau distance. Mais par contre, G, on le sort évidemment de la file d'attente grâce à l'appel de la primitive défilée. G a changé de couleur, il est devenu noir, mais vous voyez que rien d'autre n'a changé. Voilà, donc ça c'est le deuxième, à la fin du deuxième tour de la boucle tant que, on a ça, ici. Bien, et on continue, tant que la file n'est pas vide, on va continuer à traiter les sommets. Donc maintenant, le sommet qui est en tête de file, c'est H. Eh bien, on va appliquer toujours pareil, le même traitement à H, qui a deux voisins, R, qui n'est pas blanc, donc on ne fait rien, et D, qui lui est blanc, donc on va le traiter. Sa couleur va passer à gris, sa distance va passer à 1 plus 1, c'est-à-dire la distance de H plus 1, c'est-à-dire 2. H va devenir le pair de D. Et ensuite, on va mettre D dans la file, donc on va le mettre à gauche de C. Voilà. Ensuite, on va supprimer H de la file, défiler F, et la couleur de H va être noire. Et voilà. Voilà ce que ça donne, donc, ici. Voilà, H est devenu noir, vous voyez que la distance à D est passée à 2, et on a maintenant une arête rouge entre H et D qui symbolise le fait que le pair de D, c'est H. Voilà. Donc ça, c'était le traitement de H. Et on continue, tant que la file n'est pas vide, elle n'est pas vide, il reste encore deux éléments. Et on va s'attaquer maintenant à celui qui est en tête de file, c'est-à-dire C. Bien, voilà, C.
Alors lui, il a 4 voisins, G et R qui sont noirs, ils sont plus blancs, donc on ne fait rien. Ensuite B et F, qui vont être traités tous les deux. Alors dans un ordre ou dans un autre, peu importe. En tout cas, voilà, on va passer les liens entre C, B, CH, CF pardon, en rouge ici. Les distances B et F vont passer à 1 plus 1, 2, et les couleurs de B et F vont devenir gris, et C va devenir noir. Voilà. Voilà donc ce que ça donne. C est sorti de la file, maintenant la tête de file c'est D. Voilà, donc on va traiter D maintenant. Alors dans l'état dans lequel on est, évidemment, hein, donc la tête de file c'est D. On va examiner chacun de ses voisins, H. Bon, H, il est noir, il est plus blanc, donc c'est terminé, enfin on ne fait rien. B, il n'est pas blanc, il est gris, donc on ne fait rien. Du coup, on va défiler F, c'est-à-dire sortir D de la file d'attente, et on va mettre la couleur de D en noir, ce qui donne ça. Voilà. Maintenant, dans la file d'attente, il y a F, puis B. On les avait mis dans cet ordre-là lorsqu'on a traité C tout à l'heure. Eh bien, la file n'est pas vide, donc on continue le traitement. On regarde le sommet U qui est en tête de file, c'est-à-dire F, et on va traiter F. F a 2 voisins. Le premier, c'est C. Enfin, le premier, en tout cas, un voisin, c'est C. Il n'est pas blanc, donc on ne fait rien. Hein, ça, c'est pour éviter, évidemment, de revenir sur des sommets qui ont déjà été traités. Ensuite, l'autre voisin, c'est E. Eh bien là, du coup, on va faire tout le traitement qui va consister à coller l'étiquette 2 plus 1, c'est-à-dire 3 à E. Changer la couleur de E, qui va devenir, voilà, c'est un sommet qui va devenir gris. Et ensuite, mettre une liaison rouge entre F et E. Ensuite, mettre E dans la file. Et puis, une fois que ça sera fait, on va supprimer F de la file et on va le peindre en noir. Voilà ce que ça donne ici. Alors voilà, donc on a mis E à la fin de la file. Donc la file est toujours pas vide, donc on fait encore un tour de boucle tant que, on s'aperçoit qu'elle n'est pas vide, donc on va traiter B maintenant. Eh bien B, il a 3 voisins, mais il n'y a aucun voisin blanc, donc on ne va pas faire de traitement spécifique. On va passer directement à défiler F, ce qui va sortir B de la file d'attente. On va le passer en noir. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que la file est vide? Non, elle n'est toujours pas vide. Il y a encore le sommet E. Eh bien, on va le traiter. On va regarder tous ses voisins. Il y en a 2, F et B. Aucun n'est blanc, donc on ne va pas faire de traitement spécifique. On va enlever F de la file et on va le peindre en noir. Voilà ce que ça donne. Mais maintenant, vous pouvez constater en bas que la file est vide. Vous avez la trace des éléments qui ont été traités, dans l'ordre dans lequel ils ont été traités ici, pour cette exécution particulière. On aurait pu... voilà, la file est vide, plus rien ne change, donc fin de l'algorithme. Bien, si on reprend maintenant le schéma qui est à droite et qu'on le déplie, si vous voulez, ça va donner ça. Voilà, synthèse du résultat à gauche. Vous avez l'arbre qui a été construit en oubliant les arêtes qui n'ont pas été sélectionnées. Voilà, donc on a en haut le sommet qui est de distance 0 avec lui-même, puis ensuite une première couche qui est à distance 1, une deuxième couche des sommets qui sont à distance 2, et une troisième couche, ici il n'y a que E, qui est à distance 3. Voilà, donc c'est le déplié, si vous voulez, du résultat qui est à droite. Voilà, donc dans le tableau pair, qui était un petit peu particulier, eh bien, on a le codage de l'arbre qui est à gauche, et qui est un arbre couvrant, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, si et seulement si G est connexe, ce qui est le cas du graphe qu'on regarde. Voilà, donc par exemple, le pair de B, c'est C, et le pair de C, c'est R. Donc si vous voulez connaître un plus court chemin entre R et B, et vous partez de B, vous regardez son pair, puis le pair de son pair, etc., jusqu'à remonter sur R. Voilà, donc ça c'est ce qui est symbolisé avec les arêtes rouges. La propriété de cet algorithme, tel qu'il a été décrit ici, c'est que à la fin, l'arbre T que l'on construit a la propriété que pour tout U, la distance dans G entre R et U est égale à la distance dans T entre R et U.
Donc l'arbre qui est à gauche, si vous voulez, c'est un arbre de distance entre R et tous les autres sommets du graphe. Voilà. Et cette propriété, c'est ce qui est écrit en bas, cette propriété est vraie, quel que soit l'ordre des choix des voisins à chaque étape. Hein, vous voyez qu'au départ, R, on l'a traité d'une certaine façon, enfin on a traité ses voisins dans un certain ordre, on aurait pu les traiter dans un autre ordre. Évidemment, ça aurait changé, ça aurait eu un impact sur le remplissage de la file, mais en fin de compte, ça aurait donné pas forcément le même arbre à la fin, mais ça aurait donné les mêmes distances. Et c'est ça qui est important. Voilà. Donc, si on fait un peu une synthèse, les sommets sont découverts niveau par niveau. D'abord le sommet R, puis ensuite les sommets de distance 1, puis ceux de distance 2, et distance 3, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça un parcours en largeur. Le tableau pair, bon, bah, c'est un peu les cailloux du petit poussé pour pouvoir se retrouver à la fin, pour pouvoir remonter jusqu'en R, si vous voulez, hein, à partir de E, par exemple, qui est tout en bas. Le pair de E, c'est F, le pair de F, c'est C, le pair de C, c'est R. Voilà, donc ça nous permet de retrouver des plus courts chemins. Voilà, c'est les cailloux du petit poussé. La couleur, hein, c'est tout simplement pour éviter de créer des cycles. Donc on ne va jamais explorer un sommet qui a déjà été exploré. Un sommet qui a été exploré, il est soit gris, soit noir. Voilà, donc c'est pour éviter de créer des cycles, pour tourner infiniment dans le graphe. Donc encore une fois, l'ordre d'examen des voisins n'a pas d'importance. Évidemment, ça peut éventuellement donner un arbre différent de ce qu'on a vu, mais avec les mêmes propriétés. Alors, d'un point de vue un petit peu plus concret et programmation, l'implémentation concrète de la file d'attente n'a pas d'importance. Si vous créez ça en C, par exemple, vous pouvez créer ça avec des listes chaînées, avec des pointeurs, des tableaux, peu importe. Voilà. Après, ça va dépendre évidemment de votre langage de programmation et les facilités qu'il a de manipuler de la donnée et de la mémoire dynamique. Alors, le produit du BFS, hein, à la fin du parcours en largeur, on peut retourner alors soit le tableau distance, si on a besoin des distances à partir du sommet R, ou éventuellement, hein, le tableau pair, si vous voulez vraiment la structure de l'arbre couvrant, éventuellement les deux, si vous avez besoin des deux. Et dans certaines applications, comme par exemple le test de connexité, eh bien parfois on ne retourne que le tableau de couleurs. Donc on retourne le tableau de couleurs et le graphe est connexe si et seulement si toutes les couleurs sont noires. Voilà, donc une application du BFS, hein, ça va être de calculer toutes les distances à partir d'un sommet donné, le sommet de départ, R, faire, comme je viens de le dire, le test de connexité. Donc G est connexe si et seulement si à la fin, tous les sommets sont noirs. Et puis ça permet aussi évidemment de construire un graphe, un arbre couvrant le graphe. Voilà, c'est un arbre qui respecte les distances. Alors on peut aussi, à partir de ce parcours en largeur, tester si le graphe est biparti. Bon, ça veut dire s'il peut être colorié en deux couleurs. Ça, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir éventuellement un jour. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus longue et un petit peu plus précise que les autres. On est rentré un petit peu plus dans les détails des structures de données. Alors une dernière question qui peut se poser, dans le fond, on a détaillé un peu les structures annexes, les tableaux, les distances et choses comme ça, et le graphe en lui-même. Eh bien le graphe, lui, il peut être codé suivant une structure de données que j'ai décrite dans une vidéo qui était consacrée à ça, une vidéo sur le stockage des graphes en mémoire. Voilà, donc une vidéo un peu avec un format un peu particulier, un contenu un petit peu particulier. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.